OK, c'est parti pour l'enregistrement. Merci à tout le monde d'être présent ce soir. Je pense qu'il y aura peut-être du monde qui va arriver au fur et à mesure. Voilà, pour cette, journée un peu spéciale, contre le harcèlement. On a la chance, d'avoir, un peu toute la team ce soir parce qu'on travaille aussi ensemble avec, Christelle, Noémia et puis moi-même. On va se présenter, juste après et nous avons déjà aussi une personne, qui est avec nous. On la salue et il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver. Voilà. Donc nous ce soir, avec Christelle en tout cas et Nomia se présentera, nous représentons, l'association Cœur de notre sensibilité. Elle a vocation en fait à aider, les adolescents, et les adultes qui sont dits hypersensibles, donc une population plus sensible que la moyenne. On estime on est, parce que je m'inclus aussi dedans, c'est un peu aussi un de mes combats, en tant qu'homme, plus sensible que la moyenne et notre vocation, c'est de venir accompagner et aider en tout cas, ces hypersensibles à mieux vivre dans ce monde qui est un peu complexe, pour eux. Donc moi j'interviens en tant qu'aidant, mais surtout aussi en tant que coach, certifié d'État. Je suis également formateur dans une école de coaching, donc je forme d'autres coachs à mieux appréhender ces particularités, parce qu'on a des modules spécialement atypiques. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi dans notre monde du coaching, certifié d'État. Je suis là ce soir pour parler de harcèlement avec Christelle et Noémia et voir ses particularités. Qu'est-ce qui fait qu'aussi l'hypersensibilité est présente dans ces cas de harcèlement? On en reviendra tout à l'heure. Et je laisse voilà, Christelle se présenter. Oui, bonsoir tout le monde. Déjà très contente d'être avec vous ce soir, cette journée. Merci Noémia d'avoir lancé l'idée parce que c'est important. Voilà, c'est important de mettre en lumière cette journée, la journée nationale de la lutte contre le harcèlement. Alors c'est vrai que nous, notre association, au cœur de notre sensibilité, quand on a voulu un petit peu faire ce partenariat avec toi, c'est parce que on a estimé que quand même il y avait quand même un lien entre l'hypersensibilité et les jeunes qui se font les jeunes qui se font harceler, hein. Alors c'est pas tous les harcelés ne sont pas hypersensibles, mais il y a souvent le lien y est. Et en plus de ça, on, on sait que ça peut être perçu, voilà, on sait que les émotions sont encore plus amplifiées aux hypersensibles. Donc c'est un sujet qui nous touche beaucoup. Alors, moi, j'ai voulu créer cette association parce que j'ai été personnellement touchée, hein, forcément. Donc, je suis la maman de Dimitri et de Coralie. J'ai des jumeaux. Coralie a 19 ans aujourd'hui. Et il y a 2 ans et demi, j'ai mon fils Dimitri qui s'est suicidé. Voilà. Ouais. Un petit souci technique. Oui, ça bug. Ouais. Christelle, si tu nous entends, ouais, tu es figée. On a perdu Ouais, ça Dimitri. a Une seule chose. Ça va? Oui, Oui, on t'avait perdu, il y a ça ta coupe ta pas? petit souci d'internet. D'accord. Ah, je capte pas assez, vous pensez? Ça y est, c'est revenu en tout cas. C'est c'est revenu. revenu D'accord. là pour le moment. Sinon, j'enlèverai la caméra. Des fois, on capte mieux si on n'a pas Oui, d'image. c'est vrai, Ouais, effectivement. d'accord. Voilà. Et donc, du coup, quand on a perdu Ouais. Dimitri, bien sûr, ça marche pas. Il y a un message, en C'est fait, ça, Noémie? apparemment, il y avait marqué qu'il n'y avait pas de son. Alors, je ne sais pas si c'était quand tu parlais toi, je pense que c'était quand tu as Ah, c'est parlé toi, peut-être ça a bugué. Oui, Gauthier, c'est possible. on n'a pas de Mm. son. Ouais, peut-être. Ça va, c'est rétabli? Mais en tout cas, on t'entend bien et pour l'instant, on te voit bien, ouais. D'accord. Et du coup, moi, on s'est aperçu que Dimitri était hypersensible. On l'a toujours senti sensible, mais c'est vrai qu'on a mis le mot dessus après son suicide. Et du coup, ça m'a boosté
en me disant il y avait pas que Dimitri qui avait pas compris un peu ses émotions. Il est certainement parti parce que c'était une éponge émotionnelle et qu'il y a eu un trop-plein à un moment donné. Et que si, bien sûr, on avait mis le mot avant, on sait que maintenant, on peut mettre des choses en place. Et voilà. Donc, l'idée de cette association, elle est partie de là, du décès de mon fils. Et j'ai demandé, en fait, j'ai envoyé une bouteille à la mer et à des professionnels de l'hypersensibilité. Et c'est vrai que Laurent, toi, tu m'as tendu la main. Et voilà. Et on a créé cette association tous les deux. Euh, et bien sûr, le harcèlement est venu de suite puisque on 2 mois après le décès de Dimitri, on a eu son téléphone et on s'est aperçu dans son téléphone qu'il y avait plusieurs messages concernant des demandes de devoirs. Donc, on lui demandait les devoirs. Alors, on ne peut pas dire que c'est du harcèlement pur, peut-être. C'est vrai que quand je connais ton histoire, Noémia, c'est, mais c'est sûr qu'il y a toutes sortes de harcèlement et je sais que Dimitri, je pense que c'est pas la raison, mais ça en fait partie. Voilà. Bien sûr. Et après ça, je veux aussi faire passer plusieurs messages sur le cyberharcèlement aussi, mais toi, tu en parleras mieux que moi, Noémia, parce qu'on sait que le matin du départ de Dimitri, il y a eu une vidéo donc, qui a tourné, et c'est vrai que c'est les messages qu'on fait passer quand on fait nos interventions, c'est que on est tous conscients de nos actes, en fait, et de nos gestes. C'est-à-dire que si on vient partager une vidéo, eh ben, on devient un peu complice aussi. Et c'est tout ça. Voilà, je pense que c'est vraiment des discours qu'il faut répéter et faire entendre, en fait, aux jeunes. Voilà. Absolument, non, c'est sûr que c'était vraiment des messages essentiels, extrêmement importants. Et donc, bah, déjà, je vous remercie à tous les deux pour cette présentation. Et voilà, moi, c'est vrai que je suis ravie de collaborer avec votre association là, depuis quelques temps. Alors, moi, pour me présenter un petit peu brièvement, déjà, voilà, en introduction, donc je m'appelle Noémie Agrohan. Et il y a maintenant un certain nombre d'années, quand même 8 ans, j'ai créé une association qui s'appelle l'association Génération Solidaire, qui est basée sur le département des Alpes-Maritimes, donc du côté de Nice, et qui est amenée à intervenir un petit peu partout en France en fonction des demandes, des sollicitations, à la fois niveau primaire, collège et lycée, donc à tous les niveaux de la scolarité. L'idée, c'est de pouvoir proposer des actions de prévention dès le plus jeune âge, puisque on se rend compte, le constat, il est clair, c'est que certaines situations de harcèlement peuvent commencer à partir du moment où il y a cette notion de collectif. Donc voilà, dès le plus jeune âge, on peut déjà retrouver certaines situations anormales. Notamment, j'ai déjà eu voilà, des témoignages dans des classes d'enfants, d'adolescents qui avaient commencé à subir du harcèlement dès la maternelle. Donc ça peut commencer par un petit surnom, par une moquerie, par une mise à l'écart volontaire de la part des autres. Et puis, bien évidemment, très vite, ça peut prendre de l'ampleur et ça peut marquer pendant très longtemps une vie. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai créé l'association, au départ, j'ai commencé à intervenir au collège parce que c'est là où j'avais le plus de sollicitations. Et je me suis rendu compte, notamment en intervenant au début auprès de classes de 6e, 5e, qu'à chaque fois, à la fin des séquences, il y avait toujours un certain nombre d'élèves, souvent 4, 5, 6, parfois 7 élèves, qui venaient me voir à la fin de la séquence pour me parler en privé et me faire part de situations de harcèlement qu'ils avaient vécues le plus souvent à l'école primaire, voire à l'école maternelle. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une importance à finalement agir bien plus tôt que le collège, parce que parfois au collège, il y avait déjà des blessures et des séquelles causées par des situations de harcèlement vécues avant. Donc, j'ai commencé à développer des outils de prévention, donc adaptés pour le niveau primaire. Donc, dans un premier temps, j'ai fait un partenariat sur Paris avec la Ligue de l'enseignement. Donc, j'ai commencé à faire des actions auprès de dizaines de classes de CE2 sur la région de Paris.
Je me suis rendu compte à ce moment-là que ce n'était pas du tout du luxe, hein, parce que déjà, sur des classes, des enfants de 7, 8, 9 ans, il y en avait déjà à cet âge-là qui avaient été confrontés à des situations, qui avaient vécu des traumatismes en lien avec des situations de harcèlement. Donc voilà, ça permettait de pouvoir libérer la parole. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'interviens vraiment à partir du niveau CE1 et bien sûr tout le niveau collège et tout le niveau lycée, puisque on se rend compte que voilà, ce phénomène de harcèlement, on peut le retrouver à toutes les étapes de la scolarité, mais au niveau des enquêtes pures statistiques qui ont été menées, donc qui datent un petit peu, hein, puisque les enquêtes, elles ont été menées par l'UNICEF il y a une dizaine d'années, au tout début, quand on a commencé à parler du harcèlement scolaire, donc avec les assises nationales contre le harcèlement et la première campagne de prévention du gouvernement, donc qui date de 2012. C'est vrai qu'en France, c'est quand même assez récent, hein, le fait de parler du harcèlement scolaire. Il y a d'autres pays, comme par exemple le Canada ou les pays nordiques, ça fait plus de 25, voire plus de 30 ans, eux qui considèrent la problématique et qui mettent en place des actions, notamment dans les pays nordiques, des actions dès le plus jeune âge. Dès la maternelle, ils enseignent notamment, ils mettent en avant des valeurs extrêmement importantes, telles que l'empathie, le fait de se mettre à la place de l'autre. Ils favorisent le respect, la solidarité, l'entraide, les activités collaboratives. Et on constate que ce type d'action permet par la suite, bien sûr, de limiter ces situations de harcèlement. Donc en France, nous, c'est venu très tardivement. C'est venu malheureusement, comme c'est trop souvent le cas, par le biais Il y a eu un certain nombre de drames, hein, qui ont fait la une de l'actualité il y a une dizaine d'années, hein, quand on a commencé à parler du harcèlement, des suicides d'adolescents très jeunes, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, que ce soit Marion, que ce soit Pauline, Mathéo, Alexandre, Émilie. Malheureusement, hein, Dimitri, effectivement, plus récemment, il y a 2 ans et demi, c'est vraiment des situations qui sont absolument dramatiques. Et du coup, on se rend compte à quel point il est crucial, hein, de faire de la sensibilisation dans les établissements scolaires dès le plus jeune âge pour voilà, tenter d'éviter de nouveaux drames. Donc voilà, j'en ai fait une sorte de combat personnel en commençant à agir au sein des établissements, donc tant auprès des élèves, mais également en parallèle, je propose aussi des actions, des groupes de parole, des conférences pour les vraiment spécialisés à l'intention des parents. Et notamment pour les parents, on voit notamment les signes qui peuvent alerter. Il y a certains signaux d'alerte qui peuvent alerter par rapport à une situation de harcèlement dont pourrait être voilà, la cible son enfant. Et depuis quelques temps, depuis à peu près 2 ans et demi, je travaille également avec une structure qui est basée sur Lyon, qui s'appelle le Centre Résis. Et donc, c'est une structure qui a été fondée, créée par vraiment un pionnier de la lutte contre le harcèlement scolaire en France, qui s'appelle Jean-Pierre Belon, qui à la base était professeur de philosophie dans un établissement vers Clermont-Ferrand et qui a été créé par un CPE d'un lycée professionnel qui s'appelle Bertrand Gardette. Et donc, Jean-Pierre Belon a créé avec Marie Cartier, qui elle-même est très impliquée dans la lutte contre le harcèlement, ils ont créé le Centre Résis. Et eux, ils sont vraiment centrés sur la formation des professionnels de l'éducation nationale. Et donc, eux, ils forment à une méthode spécifique, très concrète, pour traiter ces situations de harcèlement à l'école, qui est la méthode de préoccupation partagée. Ça s'appelle la MPP. Et auparavant, ça s'appelle, donc ça vient des pays nordiques, hein, ça s'appelle la méthode PICAS. On la connaît aussi sous le nom de la méthode PICAS. Et donc, ça permet de traiter les situations de harcèlement concrètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un enfant alerte un adulte d'une situation de harcèlement, où les parents sont au courant, donc se mettent en lien avec l'établissement, c'est une méthode qui est mise en place et qui prend bien sûr en compte la parole de l'élève cible par le biais d'entretiens assez longs pour déjà bien permettre à l'élève de libérer la parole et d'exprimer toutes les situations auxquelles il a été confronté. Et ça se base également sur des micro-entretiens, donc des entretiens extrêmement brefs avec les intimidateurs, donc avec les harceleurs qui ont été identifiés par la victime, et aussi avec certains témoins. Et voilà, c'est une méthode qui est mise en place dans les établissements et qui, d'après de récentes enquêtes,
permet de traiter à peu près 80% des situations de harcèlement. 80% des situations de harcèlement cessent grâce à la mise en place de cette méthode. Donc, c'est un dispositif qui apparaît plutôt efficace, qui n'est pas valable pour toutes les situations. C'est-à-dire, il y a des situations où on ne va pas forcément pouvoir la mettre en place, notamment quand c'est purement de la violence physique ou du racket, ou quand c'est des situations très graves de cyberharcèlement, et notamment, par exemple, de sexting, des situations qu'on peut retrouver aujourd'hui, hein, c'est-à-dire à un moment donné, une photo, une vidéo dénudée qui se retrouve partagée en ligne sur les réseaux sociaux et qui très vite fait le tour d'un établissement, le tour d'une ville. Ça, c'est vraiment des situations spécifiques qui ne peuvent pas forcément être traitées par le biais de cette méthode, parce que la particularité, c'est que ça peut très vite en fait, avoir des conséquences extrêmement graves pour celui ou celle qui s'en retrouve la cible. Donc là, on a des actions aussi spécifiques pour ce type de situation particulière. Mais bon, le fait est que voilà, aujourd'hui, il y a quand même des actions qui sont mises en place dans les établissements. Aujourd'hui, effectivement, c'est la journée nationale contre le harcèlement scolaire, hein, 9 novembre. Ça fait maintenant quand même un certain nombre d'années que cette journée a été instaurée, hein, et que lors de cette journée, donc, sont censées être mis en place, hein, tout un tas d'actions dans les établissements scolaires qui doivent cibler tous les niveaux. Donc, il y a tout un tas de projets de sensibilisation divers et variés, hein, qui peuvent être proposés aux élèves. Et, et puis, effectivement, depuis cette année, il y a également une enquête qui est proposée dans les établissements scolaires, et les élèves doivent répondre à un certain nombre de questions qui permettent d'estimer voilà, s'il y a des cas de harcèlement au sein de l'établissement, de pouvoir estimer, voilà, de pouvoir voir un petit peu au niveau du climat ce qui se passe dans les établissements scolaires, donc primaire, également collège, et sans doute aussi lycée, pouvoir estimer un petit peu, voir d'un point de vue statistique, ce qu'il en est dans chaque établissement. Donc ça, c'est une action qui normalement devait être mise en place notamment aujourd'hui, hein, dans le cadre de cette journée nationale. Des questionnaires auraient dû être, si ce n'est pas le cas, distribués auprès de tous les élèves dans le cadre de cette enquête. Et voilà, il y a aussi d'autres actions qui sont proposées, hein, notamment le projet NAH, non harcèlement, le concours d'affiches et de courts-métrages. Ça, je trouve que c'est un projet intéressant parce que ça permet à des classes de travailler en collaboration, à des élèves de travailler en collaboration. Donc, chacun peut mettre son potentiel, ses talents en collaboration pour créer donc soit une affiche, soit un petit film qui ne doit pas durer plus de 2 minutes. Donc, il y a vraiment des critères assez spécifiques, hein, pour que ça rentre dans le cadre de ce concours. Et puis, il y a certains établissements donc, qui sont primés, qui reçoivent des prix. Et voilà, c'est des actions qui peuvent voilà, favoriser l'entraide et une action commune autour voilà, de la lutte contre le harcèlement. Donc ça, je trouve que c'est un dispositif qui est plutôt très intéressant. Et voilà, donc là, c'était pour présenter un petit peu mes actions au travers donc, de l'association, et puis ce qui existe en lien avec maintenant les mesures, notamment prises voilà, par l'éducation nationale. Les actions qui sont proposées. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis également l'auteur de ce livre témoignage, donc qui s'intitule De la rage dans mon cartable, qui est donc un témoignage sur ce phénomène de harcèlement scolaire auquel j'ai moi-même été confrontée au cours de ma scolarité. Et pour résumer vraiment en quelques mots mon histoire, mon vécu, en fait, moi, j'ai subi le harcèlement pendant 4 ans. Donc toute ma scolarité de collège, de la 6e à la 3e, et malheureusement 4 ans durant lesquels j'ai été incapable d'en parler. Donc pendant 4 ans, non seulement je n'en ai pas parlé à ma famille, je n'ai pas réussi à en parler à ma famille, mais je n'ai pas non plus réussi à en parler aux adultes de l'établissement dans lequel j'étais, parce que moi, ce qui a bloqué ma parole, c'est pas tant la peur. Parfois, ça peut être la peur des représailles qui bloque la parole de ceux qui sont la cible de ce type d'injustice. Mais moi, ce qui a bloqué ma parole, c'est vraiment, à un moment donné, ce sentiment de honte, de culpabilité qui a commencé à m'envahir, alors que j'étais purement 100% victime. Hein. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'avais mérité ces violences qui me sont tombées dessus comme ça du jour au lendemain. J'étais 100% victime. Et pourtant, à force de subir ces humiliations, ces moqueries, même ces violences physiques répétées,
eh bien, malheureusement, j'ai fini par penser que je les avais méritées. Et en l'occurrence, ce sentiment de culpabilité, hein, il est notamment venu de par l'attitude des témoins. Parce que finalement, on se rend compte que dans le cadre du harcèlement, ceux qui, qui jouent le plus grand rôle, ce sont les témoins, hein, ceux qui assistent à ces situations. Et dans mon cas, pendant ces 4 années de harcèlement, il n'y a jamais aucun témoin qui a pris position, qui m'a soutenu, qui m'a tendu la main, qui a été ne serait-ce que discrètement alerté à un adulte de l'établissement. Quand je subissais ces violences, les témoins qui assistaient, soit ils rigolaient, soit ils participaient, ils suivaient le mouvement, soit il y en avait aussi qui gardaient le silence. Mais malheureusement, on se rend compte que ces 3 attitudes, elles ont la même conséquence, le même effet. Hein. C'est que le harcèlement continue parce que ça valorise les actes des harceleurs, qui du coup, valorisés à faire le mal, continuent à faire le mal. Et moi, ça induit ce sentiment de culpabilité. Et je me suis dit, si personne réagit, si personne me soutient, c'est forcément mériter ces violences. Donc, la particularité, c'est que du coup, quand je rentrais chez moi le soir, je voulais pas qu'on me pose de questions, je voulais pas avoir à parler d'une situation dont je me sentais honteuse. Donc, plus j'étais en souffrance, plus je subissais ces violences, et plus à la maison, j'avais le sourire. J'avais tout le temps le sourire pour cacher cette réalité à ma famille. C'était une façade, hein, bien sûr, c'était un masque, mais du fait de mon attitude à la maison, jamais ma famille n'a pu soupçonner ces violences. Et de la même manière, au sein de l'établissement, c'était tellement sournois, tellement caché, tellement dans le dos des adultes que de la même manière, c'est passé complètement inaperçu. Donc, ça a duré 4 ans. Ça a eu 2 répercussions principales. La première répercussion, c'est que j'ai complètement perdu confiance en moi, à un point où, à un moment donné, j'étais même plus capable de regarder les autres dans les yeux. J'avais tellement plus confiance en moi que je marchais tête baissée, littéralement, au sens littéral du terme. J'avais plus aucune confiance en moi. Et la deuxième conséquence que ça a eu pour moi, c'est que je me suis retrouvée en situation d'échec scolaire. J'avais de très bonnes notes jusqu'en CM2. Et à partir du moment où je suis passée au collège, ça a été très rapide, très radical. Dès que je suis passée en 6e, premier trimestre de 6e, je me suis retrouvée avec avertissement de travail sur mon bulletin en situation d'échec scolaire et ça m'a poursuivi toute ma scolarité de collège. Donc ça a été les 2 conséquences principales sur le court terme. Et puis après, dans mon cas personnel, ça a eu aussi énormément de conséquences sur le long terme. Des conséquences qu'on ne soupçonne absolument pas, que je ne soupçonnais absolument pas, dans le sens où quand je suis passée au lycée, j'ai eu la chance incroyable que le harcèlement a cessé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis passée en seconde, je n'ai plus jamais été la cible de harcèlement. Le fait est, ce qui s'est passé, que comme ça allait bien, je me suis retrouvée dans un contexte plutôt bienveillant. Automatiquement, j'ai commencé à me détendre, j'ai commencé à libérer cette pression que j'avais accumulée. Et en fait, ce que j'ai malheureusement constaté, c'est qu'en libérant cette pression, 4 années d'émotions négatives sont remontées à la surface. Et ce qui a été terrible, c'est que pour moi, au moment du lycée, donc au moment de ce que je pensais être ma libération, au moment où je me suis dit, je vais enfin pouvoir vivre cette adolescence qui m'a été volée, et en fait, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que je me suis rendu compte au lycée que, certes, j'étais plus harcelée, mais j'arrivais plus à me concentrer quand j'étais en classe. Donc, même si j'étais plus harcelée, à nouveau, je me suis retrouvée en situation d'échec scolaire jusqu'à redoubler de fait mon année de seconde. Le fait est que c'est là où je me suis retrouvée en dépression. Toutes ces émotions négatives sont remontées à la surface et je me suis retrouvée dans une phase dépressive qui m'a poursuivie des années et des années après les faits. Et ça, j'avoue que je le soupçonnais absolument pas. Donc, finalement, l'après-harcèlement a été encore plus dur que le harcèlement en lui-même. J'ai enchaîné les dépressions, les échecs, les incapacités à me projeter dans l'avenir. Et en ce sens, c'est vraiment compliqué. Et donc, moi, j'ai eu cette chance de trouver une ressource à l'intérieur de moi qui a été l'écriture. C'est-à-dire que ce que je n'arrivais pas à dire, je me suis mise à l'écrire sous forme de petits textes que j'écrivais dans une sorte de journal intime quand je rentrais chez moi le soir. Donc, ça m'a permis de pouvoir évacuer, de pouvoir mettre des mots sur ce sentiment surtout d'incompréhension. Je ne comprenais pas
cette violence gratuite parce que j'avais été éduquée à des valeurs et que pour moi, faire du mal à l'autre sans raison, c'était absolument impensable. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'injustice, beaucoup de colère aussi. Et d'ailleurs, le titre de mon livre s'intitule, donc le livre s'intitule De la rage dans mon cartable. C'est extrait d'un texte que j'avais écrit à l'époque et qui en gros disait pardonnez-moi d'avoir failli péter un câble, d'avoir de la rage dans mon cartable. Donc, j'avais vraiment beaucoup de colère, de rancune, de rancœur à l'intérieur de moi, de vivre, de subir ces situations injustes. Et malgré tout, grâce à l'écriture, ça m'a permis de prendre du recul et de pouvoir mettre des mots sur ces émotions, donc de tenir pendant toutes ces années qui ont été extrêmement douloureuses. Et en fait, pour finir là-dessus, et puis après, j'aborderai un petit peu plus en détail cette notion de harcèlement et je donnerai aussi la parole du coup à Laurent et à Christelle pour évoquer un petit peu plus cette notion d'hypersensibilité qu'on peut vraiment associer à ce phénomène de harcèlement. Le fait est que, voilà, moi, j'ai trouvé du sens à ce que j'avais vécu. J'ai trouvé un sens finalement en jouant un rôle dans la lutte contre le harcèlement parce que finalement, par la suite, j'ai eu la chance donc, de faire des rencontres valorisantes, de retrouver cette confiance qui m'avait été volée. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, moi, j'ai la chance de m'en être sortie, d'avoir survécu au harcèlement. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu cette chance, malheureusement. Et je me suis dit, voilà, peut-être que comme je suis encore là, peut-être que je peux essayer de faire en sorte que ce que j'ai vécu, ça n'arrive pas à d'autres. Et c'est à ce moment-là que je me suis engagée dans cette cause. Et finalement, j'ai réussi à trouver du sens à quelque chose qui n'en avait aucun. Parce que pour moi, le harcèlement, ça n'a absolument aucun sens. Ça ne devrait pas exister. Ça n'a aucun sens puisque souvent, on se rend compte que le harcèlement cible la différence de l'autre et que comme on est tous différents, ça n'a aucune légitimité, aucun sens. Ça ne devrait pas exister. Et donc, le sens que j'ai trouvé à cette épreuve que j'ai vécue, ça a été de me dire, maintenant, je vais transmettre des messages, je vais aller faire de la prévention dans les établissements scolaires pour tenter de faire en sorte que ça n'arrive pas à d'autres, pour libérer la parole et pour vraiment transmettre ce message de surtout pas accepter des situations qui soient inacceptables, qu'on en soit la cible ou témoin. Donc ça, c'est vraiment le message que je cherche à faire passer principalement dans les établissements scolaires. Et c'est vrai que, pour rebondir par rapport au harcèlement, ce qui caractérise vraiment ce phénomène de harcèlement, c'est cette notion de répétition et c'est le fait de se retrouver isolé face à un groupe. Donc, isolé face à un groupe, c'est extrêmement déstabilisant. C'est vraiment une situation, on va retrouver une situation vraiment dominant, hein, où à un moment donné, si face aux premières agressions, on n'a pas tout de suite la bonne réplique ou le réflexe de se confier aux adultes qui nous entourent, en fait, très vite, on peut se retrouver piégé dans une sorte de cercle vicieux, de spirale infernale. Et malheureusement, tant qu'on n'en parle pas, ça continue, ça prend de l'ampleur, ça peut avoir des conséquences à la fois sur le court terme et sur le long terme. Je ne soupçonne absolument pas. Et pour moi, aujourd'hui, ce que je trouve très préoccupant, c'est vraiment aussi ce phénomène de cyberharcèlement. Alors, Christelle en a parlé un petit peu. C'est très préoccupant dans le sens où aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'une situation de harcèlement peut, dans certains cas, devenir du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, des adolescents qui n'ont plus un seul moment de répit, qui ne peuvent pas souffler. Non seulement ça se passe dans leur établissement scolaire, mais le soir, quand ils rentrent chez eux, ça continue. Ça continue via leur téléphone portable, ça continue via les réseaux sociaux si ils y sont, s'ils sont inscrits sur les réseaux sociaux. Et donc, on comprend bien qu'aujourd'hui, une situation de harcèlement peut très vite devenir absolument beaucoup plus rapidement insupportable en fait pour celui ou celle qui en est la cible, parce qu'il n'y a plus un seul moment de répit. Et aussi la particularité, c'est qu'à partir du moment où il y a une photo, une vidéo qui se retrouve partagée sur les réseaux, en très peu de temps, ça peut prendre de l'ampleur. On sait très bien comment ça se passe. Très rapidement, ça peut être liké, ça peut être partagé un nombre incalculable de fois. Souvent, on va retrouver aussi des commentaires qui vont rajouter de l'humiliation.
Et donc, forcément, bah, ça devient voilà, beaucoup plus rapidement insupportable pour celui ou celle qui en est la cible. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe aujourd'hui particulièrement. D'autant plus que le constat est que aujourd'hui, moi, je fais beaucoup d'actions en école primaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc j'ai passé toute la journée, donc dans le cadre de cette journée nationale contre le harcèlement, à l'école de la Bouvrie à Roquebrune-sur-Argent pour parler du harcèlement à des classes de CM1, donc 3 classes de CM1. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'à chaque fois, je fais un sondage dans les classes pour voilà, savoir combien d'élèves possèdent un téléphone portable, combien d'élèves vont déjà sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a quand même un certain nombre, des fois vraiment quand même presque une majorité en CM1, presque une majorité possède déjà un téléphone portable, ou en tout cas nombreux sont ceux qui possèdent déjà un téléphone portable quand je fais les sondages. Et même au niveau des réseaux sociaux, hein, normalement les réseaux sociaux, l'âge légal pour pouvoir créer un compte personnel, c'est 13 ans. Il est même peut-être voilà, pensé que ça passe à 15 ans. Eh bien, on se rend compte qu'il y a des enfants à 8 ans, à 9 ans, qui ont déjà un compte personnel sur un réseau social. Donc moi, je leur demande bien un compte personnel, hein. Je leur demande bien, voilà, je leur dis pas, voilà, c'est pas le compte de votre grand frère, c'est pas le compte de votre grande sœur, c'est pas le compte de vos parents, c'est votre compte à vous. Il y en a qui, à 9 ans, ont déjà un compte personnel sur les réseaux sociaux. Et donc, qui peuvent, très jeunes, être confrontés à des situations, non seulement de cyberharcèlement, mais aussi voilà, de pièges, hein, parce qu'il y a beaucoup malheureusement de personnes malveillantes sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, en tant qu'association, j'ai déjà reçu des témoignages de parents qui me racontaient que leur enfant avait été piégé comme ça sur un réseau social, piégé bah, par, voilà, leur enfant pensait qu'il était en train de parler à un autre enfant de son âge. Ce qui bah, malheureusement en fait n'était absolument pas le cas, hein. C'était un adulte qui se faisait passer pour un enfant et qui voilà qui demandait des informations personnelles, notamment bah, par exemple l'adresse, téléphone. Et si l'enfant ne se méfie pas, bah, en fait, il les communique. Et puis derrière, bah, les cas que je connais, hein, dont j'ai eu connaissance, bah, c'était voilà, du chantage, des menaces. On va dire à ses enfants, bah, voilà, maintenant, tu m'as donné voilà, ton adresse, je sais où tu habites, j'ai ton numéro. Donc maintenant, si tu fais pas ci, maintenant, si tu viens pas là, voilà, attention à toi. Du chantage, des menaces. Et donc ça, c'est extrêmement violent. Je crois qu'il y a un gros travail aussi aujourd'hui de prévention, de sensibilisation qui est à faire aussi dès le plus jeune âge, puisque les outils numériques sont proposés aux élèves dès le plus jeune âge, aux enfants. Du coup, il faut absolument, en parallèle, mener absolument des sensibilisations, des préventions sur les dangers d'Internet, sur les dangers aussi de certains jeux en ligne, parce que c'est vrai que dans les écoles primaires, voilà, il y a aussi parfois des témoignages d'enfants qui ont subi des situations, des insultes ou des humiliations en jouant en ligne à certains jeux, hein, jeux vidéo ou voilà, jeux sur Internet. Et ça, c'est très préoccupant parce que voilà, ça crée des blessures, ça crée des souffrances. Et voilà, ça peut très vite faire perdre la confiance en soi, surtout dans cette période d'enfance et d'adolescence qui est vraiment extrêmement importante. Voilà, le constat, voilà, il est là, hein, c'est que voilà, le harcèlement, il peut aussi voilà, avoir énormément de conséquences, tant sur le court terme que sur le long terme. Et au niveau des conséquences sur le court terme, bah, ça va être tant sur la sphère scolaire, c'est-à-dire difficulté de concentration, baisse des résultats, jusqu'à des situations de décrochage scolaire, hein, voire de phobie scolaire. À un moment donné, quand il y a cette phobie qui apparaît, c'est pas que l'enfant ne veut plus aller à l'école ou au collège, c'est qu'à un moment donné, il ne peut plus. Donc ça se traduit par des crises d'angoisse qui font qu'à un moment donné, même certains enfants, adolescents, sont contraints d'être déscolarisés, donc de suivre des cours par correspondance chez eux, pour ensuite, après un certain temps, pouvoir par la suite réintégrer un établissement scolaire. Mais ça peut être un temps plus ou moins long. Moi, je connais par exemple un garçon qui a été dans ce cas de figure, qui a été harcelé dès son entrée au collège en sixième, qui a dû être déscolarisé à l'âge de 13 ans quand il était en quatrième, parce qu'il a développé cette phobie à cause du harcèlement. Bah, malheureusement, ce garçon n'a jamais pu réintégrer un scolaire classique. Donc, ça peut avoir des conséquences sur le long terme. De la même manière, là, juste avant cette conférence, j'ai été au téléphone avec une maman qui était extrêmement inquiète et démunie pour sa fille qui a 20 ans.
et qui se trouve actuellement en psychiatrie parce qu'elle a subi au cours de sa scolarité d'école primaire et de collège-lycée presque 10 ans de harcèlement. Donc ça a commencé à l'école primaire et ça s'est poursuivi au fil des années qui font que sa fille, malheureusement, qui était pourtant brillante auparavant, qui avait d'excellents résultats scolaires, a décroché. Donc, s'est retrouvée, alors qu'elle était excellente, s'est retrouvée à redoubler. Elle a dû redoubler 3 fois son année de seconde. Là, actuellement, elle a 20 ans. Elle est en train de redoubler son année de première. En suivant des cours en dents de scie, parce que forcément, elle alterne essayer d'aller au lycée et à côté de ça, des séjours en psychiatrie parce qu'elle ne va pas bien du tout, parce qu'elle s'automutile et parce qu'elle a des idées noires qui datent depuis le plus jeune âge, hein, me disait sa maman. Et ça, c'est vraiment absolument terrible de voir à quel point voilà, les conséquences peuvent perdurer dans le temps et faire des ravages, empêcher une scolarité, empêcher de pouvoir refaire des liens avec les autres. Et c'est vrai que le fait d'être tout le temps isolé, ça rentre aussi dans le cas du harcèlement. Il y a des enfants, des adolescents qui ne trouvent pas leur place, qui sont tout le temps en situation d'être exclus, d'être mis à l'écart par les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible. Peut-être que, en lien justement aussi avec les conséquences qui viennent d'être dites, voilà, j'aimerais bien aussi donner la parole, peut-être maintenant justement à Laurent et à Christelle, peut-être justement pour aborder aussi cette thématique, ce sujet de l'hypersensibilité, parce qu'on se rend compte que là, ça me fait penser à ça. En fait, cette maman me disait que sa fille justement avait ce profil hypersensible. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même malheureusement une si privilégiée de ces situations de harcèlement. Donc, Laurent, Christelle, je vous laisse un petit peu la parole. Est-ce que vous voulez aborder justement maintenant ce sujet de l'hypersensibilité pour faire le lien avec ce que j'ai pu dire jusqu'à présent? Oui, tout à fait, oui, merci Noémia. Je voulais faire le lien direct aussi avec les solutions, Oui. parce que nous, dans notre association, c'est important de voir que on suit aussi les jeunes qui à un moment sont perdus. On suit les jeunes qui, même s'ils ont été malmenés, tu parlais beaucoup de confiance en soi, Noémia, Mm, mm, on a cette mm, chance dans nos métiers nouveaux, un peu comme le coaching ou d'autres, hein, bien sûr, ça peut être la sophrologie, d'autres métiers qui aujourd'hui sont plus dans le bien-être, dans l'accompagnement humain. mm. On peut réparer. C'est important aussi. Je voulais faire le lien aussi avec un peu l'accompagnement qu'on propose avec Christelle dans notre association. Et cette confiance en soi, nous, parfois, on accompagne ces jeunes qui, pour reprendre confiance en eux à travers des techniques qui sont modernes aujourd'hui. Et pour faire le lien avec l'hypersensibilité, effectivement, un enfant, un adolescent hypersensible, donc il perçoit le monde avec beaucoup d'intensité. Tout va être amplifié très très vite. Donc une remarque, une brimade, une petite tape peut très vite en fait amener dans le monde interne de l'enfant hypersensible tout de suite que ça va être quelque chose de dramatique. Donc la notion de répétition, faut pas forcément peut-être des mois, 3, 4, 5, 6 mois, pour qu'un hypersensible se sente extrêmement en insécurité très rapidement. Donc là, je résume un peu ce qui peut se passer dans la tête, le corps et dans les émotions d'un enfant hypersensible, c'est qu'il va être très vite mis en insécurité émotionnelle. Et cet enfant hypersensible, bien sûr, pas tous, là je vais vous donner vraiment les grandes lignes, euh, il a du mal à concevoir que d'autres peuvent lui faire du mal. Donc, il Mm. va pas comprendre au début ce qui peut se passer. Il comprend pas pourquoi un autre enfant peut, en tout cas, venir en attaquer un autre pour des choses qu'il ne comprend pas. Il y a ça aussi. Et donc, très vite, les adultes ou les camarades autour peuvent ne pas intervenir. Elle le disait très bien, Noémia, des fois on peut se sentir très seul, et cet enfant peut se sentir seul. C'est là où moi, dans cette intervention, j'en profite. Je sais qu'il y a des parents qui nous regardent ce soir. Si éventuellement vous voyez un enfant, ça peut être le vôtre, hein, évidemment, vous entendez à travers on va dire, des discussions de maman ou de papa aussi, comme quoi il y a ce début, en tout cas peut-être de solitude, vous voyez un comportement qui peut déjà très vite changer, il est très, très important, il est vital que cet enfant ne se retrouve pas seul et qu'il puisse parler.
comme tout enfant, qu'il soit hypersensible ou non, mais encore plus un hypersensible, il aura tendance à se refermer d'autant plus vite, à se remettre dans son monde. Et sans rappeler les conséquences dramatiques, hein, que Noémie a données, il est important d'agir très vite, pour que derrière on puisse, le dire: «Tu n'es pas seul» et qu'il y a des gens autour de toi, il y a des adultes, il y a d'autres enfants. Donc il y a plein d'actions qui sont menées, Noémie l'a rappelé aussi, dans la sensibilisation, mais aussi il y a des actions correctives qui sont présentes. Je revenais très vite sur la partie, hypersensibilité. C'est un monde très fragile chez l'adolescent, car il est en pleine construction psycho-affective, comme on appelle, et donc c'est un moment très délicat. On le voit nous, hein, quand on est adolescent, c'est une période qui est pas simple, parce qu'on doit appréhender, beaucoup de choses en même temps. On nous demande beaucoup de choses et si en plus il y a un cas de harcèlement, qui vient, c'est compliqué. Pourquoi il y a une question, on n'a pas répondu, mais pourquoi potentiellement l'hypersensible serait plus malmené qu'un autre? Car il y a ce côté coquille fragile et ce contexte qu'on pourrait imaginer où il y a une fragilité, perçue par le harceleur. On s'aperçoit que ça peut être une cible potentielle, plus facile en tout cas à attaquer. D'où cette vigilance que en tout cas que l'école peut avoir, que les camarades, et nous on est intervenus là dans un collège avec Noémia et Christelle, pour lequel, on avertit aussi: «Attention», parce qu'on estime toujours, les chiffres sont là, de 20 à 30 de la population serait plus sensible que la moyenne. Donc potentiellement dans une classe, d'à peu près 30, on va avoir à peu près 9-10 élèves qui vont être concernés, donc c'est énorme, c'est beaucoup. C'est pour ça que nous on est là pour sensibiliser, et même entre copains, copines, de prendre soin aussi, de ses amis, plus sensibles que la moyenne, et d'alerter. C'est primordial pour éviter de réparer. Nous en coaching, hein, comme on dit, on préférait limite avoir que des enfants qu'on guide à savoir qui ils sont, comment ils se sentent, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils appréhendent leur monde intérieur, plutôt que de venir accompagner des adultes, plus cabossés. Moi, c'est un peu mon rêve secret, c'est d'avoir quasiment plus d'adultes et finalement, d'accompagner que des enfants, qui grandissent bien. Voilà, un peu pour cette partie-là. Évidemment, s'il y aura des questions, je suis pas très loin. Christelle, si éventuellement tu voulais, compléter, ou intervenir, je sais qu'on se dit plein de choses aussi dans nos interventions qu'on fait. Là, je raccourcis, mais si tu sens que j'ai oublié des trucs, hésite pas. Non, non, c'est juste souligner, mais tu l'as très très bien dit, que les camarades, les témoins aussi euh, peuvent parler, quoi, hein, voilà, hein, parce que bien sûr, moi, je me replonge dans mon histoire, forcément, mais Dimitri l'avait dit à quelques camarades que ça allait pas, et quand on est jeune, voilà, on veut pas embêter les parents, on demande de ne pas le dire, et à un moment donné, voilà, si on veut pas le dire aux parents, eh ben, voilà, un copain peut le dire à un autre adulte, que ça soit de l'entourage, quelqu'un de la famille, ou bien un professeur, ou quelqu'un de l'enseignement. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place pour parler. C'est un peu le but aussi qu'on est réunis ce soir, c'est pour montrer qu'il y a des solutions, qu'il ne faut pas rester seul, surtout, qu'il faut oser parler, parce qu'on a évoqué aussi ce problème de honte, hein, ce phénomène de on ne veut pas parler parce que l'enfant qui est harcelé, souvent, ben, déjà, il comprend pas ce qui lui arrive, et surtout il a honte, quoi, hein. C'est vraiment, ça revient souvent. Donc, il faut, voilà, on peut, si on ne veut pas en parler directement, il faut que ça soit les entourages qui soient vraiment vigilants et qui en parlent. Et même les amis, quoi, hein, surtout les amis. Mais tu l'as très, très bien dit, Laurent. Donc, il y a des solutions. Et après, forcément, nous, on est là pour sensibiliser, mais on est là pour le après. Voilà, c'est vraiment le but de notre association. Avec Laurent, on le voulait aussi pour ça. C'est-à-dire qu'une fois que la personne, voilà, qu'on a réussi à mettre des mots dessus, que ça soit sur le harcèlement ou sur l'hypersensibilité, eh ben, cette personne ne doit pas rester
Voilà, et il y a des solutions. Avec le programme phare maintenant, on sait que, eh ben, voilà, il y a tout un protocole qui est mis pour celui qui est harcelé. Voilà, on s'occupe de harceleur aussi, forcément, mais de l'harceler. Et nous, c'est pareil. Nous, quand il y a quelqu'un jeune qui va pas bien et qui vient nous voir, eh ben, on le suit. Voilà, et on essaie de regagner la confiance. Et, euh, et voilà, c'est surtout très important de parler, surtout. Mm, tout à fait. Je rebondis, Christelle, je voulais aussi aborder ça. Je reviens à des parents qui peuvent être là ce soir. L'adolescence n'est pas simple. La communication à avoir avec eux n'est pas simple. C'est très complexe. On est désynchronisé entre nous adultes et l'adolescent. Et on a oublié, nous, comment on était adolescent. C'est comme ça fait partie de notre évolution. Euh, et quand il y a ces moments qui peuvent être un peu distendus entre les adolescents et les parents, c'est là où il peut y avoir une sorte de piège pour lequel l'adolescent il se dit, bah, de toute façon, ouais, vu comment ça se passe à la maison, j'ai pas forcément envie de parler de ce qui se passe à l'école. C'est là où, bien sûr, il faut pas avoir du harcèlement partout, mais si vous voyez votre adolescent qui commence à un moment à s'écarter, à être un peu plus distant, à lâcher l'affaire, à être moins dans je défends mon monde, vous savez, de ces mini-confrontations que vous pouvez avoir à la maison, ça peut être des mini-alertes. Mhm. Soyez alerte et il vaut mieux, hein, on le dit souvent à Christelle, il vaut mieux une fausse alerte d'un parent et comme quoi, bah, des fois, on va un peu saouler notre adolescent, mais il se passe rien, ou plutôt l'inverse. Mm. Votre adolescent, plus tard, il vous remerciera de voir que vous l'avez aidé à aller chercher peut-être un sujet pour lequel il a du mal à parler. Donc c'est subtil, c'est pas simple. Nous, on est là aussi, c'est important de le dire. Nous, je connais bien les adolescents, j'en suis beaucoup. Et il y a des tips, il y a des choses. Donc même vous, n'hésitez pas à venir nous voir, hein, Christelle et moi, bien sûr Noémia, à travers son histoire. Mais si à un moment vous sentez votre adolescent pour lequel vous avez un doute, on peut en discuter. N'hésitez pas à venir nous écrire ou à nous contacter. Nous, on est là pour démêler un peu tout ça. Et que des fois, juste en libérant la parole, ben, on s'aperçoit que peut-être votre ado, il peut déjà être un peu embêté. Et d'un coup, ça peut s'arrêter net. La clé, c'est le avant. On arrête tout pour que derrière, tout puisse s'arrêter. Oui, j'ai un petit message là dans le groupe. Je le lis. Il y a aussi le corps enseignant qui est dans le déni, qui préfère parler de chamaillerie entre enfants alors que c'est du harcèlement. Effectivement, c'est pas simple Noémia pour en parler mieux que moi. Moi, je vais donner mon avis rapidement. Euh, Effectivement, c'est très difficile aussi pour eux, sans leur jeter la pierre. Mais parfois, ils sont un peu dans ce déni parce qu'ils peuvent manquer aussi d'armes, d'outils. Je sais qu'il y a des enseignants qui sont super, mais parfois, ils préfèrent effectivement dire il se passe rien dans mon établissement. Tout va bien. Donc, il peut y avoir pour ça, dans certains cas, du déni, ça c'est très clair. Et je reviens en termes d'action. Nous, on est des gens de terrain, on essaye. Il y a des actions pour lesquelles on peut intervenir et qu'à un moment, les enseignants, ils ont quand même cette fibre de départ, moi j'y crois, hein, pour lequel ils sont là pour l'enfant. Ils sont là pour quand même enseigner, transmettre. Et à nous de réactiver ça, en fait. C'est notre job de réactiver cette envie d'aider en fait l'enfant et même s'il est en difficulté, à nous de leur donner des outils. Donc ça peut être long, c'est pas facile, mais on essaye. Bah, je te laisse Noémia si tu veux bien sûr compléter. Oui, oui, bah, effectivement, ce déni et cette politique de l'autruche hein, qui peut persister encore dans certains établissements est quand même très dommageable. En 2023, ça fait quand même, comme je disais, hein, presque 12 ans que le harcèlement est considéré. Et maintenant, il y a quand même un certain nombre d'outils hein, qui existent, qui n'existaient pas. Par exemple, il y a 20 ans, quand il y avait ces situations de harcèlement, on pouvait encore, voilà, à l'époque, qualifier certaines situations de chamaillerie, avoir tendance à minimiser, à sous-estimer parce qu'on ne connaissait pas réellement encore ce phénomène et ses conséquences qui peuvent être absolument dommageables, non seulement sur le long terme, mais parfois même dramatiques. À l'époque, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, on a vraiment une définition très claire hein, de ce phénomène de harcèlement. Donc, on peut normalement, avec de la bonne volonté,
définir assez facilement ce qui relève du harcèlement ou pas. Effectivement, à l'école, ça existe, hein. Il peut y avoir ce qu'on peut qualifier de petites chamailleries entre élèves qui durent très peu de temps et qui n'ont pas un impact destructeur pour celui qui en est la cible. Il y a des fois dans un groupe d'amis, des petites, ça arrive. Mais effectivement, ça pose problème quand ce type de situation va toujours toucher le même, va le blesser profondément et va avoir des conséquences sur le long terme. Donc, à partir du moment où il y a cette notion de répétition et cette notion à un moment donné aussi d'être isolé, hein. Souvent, celui qui se retrouve la cible, il se retrouve vraiment isolé, hein. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, ce qui lui tombe dessus. Là, on peut qualifier cette situation à ce moment-là de harcèlement qui peut avoir un certain nombre de conséquences. Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas mettre la tête dans le sable et dire, voilà, non, c'est rien, c'est des petites chamailleries, il y en a toujours eu, ça forge le caractère. Non, ce pas des propos en 2023 qui sont entendables. Et pourtant, effectivement, dans certains établissements, ce sont des propos qu'on entend encore. Il y a certains dénis, il y a des établissements qui vont dire, hein, qui vont assurer avec un certain bagou, ben non, nous, dans notre établissement, il n'y a pas de cas de harcèlement. Ce qui est purement et simplement impossible. Il y a des situations dans tous les établissements et ce n'est pas une bonne chose que de vouloir mettre tout ça sous le tapis parce que de fait, ça veut dire qu'il y a un mal-être de certains élèves dans l'établissement et que ça risque de se perpétuer dans le temps. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose, le déni et la politique de l'autruche, le ne pas faire de vagues aussi, hein, qui est très typique de l'éducation nationale. Ça, c'est tout à fait inacceptable, c'est intolérable. Et notre combat, c'est aussi, voilà, c'est aussi briser le silence à un moment donné et affronter parfois voilà, des situations qui sont compliquées. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, c'est vrai que malheureusement, il y a des, même normalement, dans le cadre du programme phare, par exemple, il est censé aujourd'hui y avoir une équipe ressources formée dans chaque établissement scolaire. Ça fait vraiment partie du programme phare. Au-delà de la sensibilisation des élèves, au-delà même, ce qui apparaît aussi dans le programme phare, hein, c'est la formation d'élèves ambassadeurs, former des élèves ressources dans les établissements. Ça fait également partie du programme phare. C'est obligatoire. Donc, normalement, en 2023, dans les écoles et dans les collèges, il devrait y avoir une équipe d'adultes formés à la méthode de préoccupation partagée, puisque c'est celle qui est mise en place actuellement, ou à une autre méthode éventuellement, mais en tout cas une équipe formée ressources qui peut être sollicitée et des élèves ambassadeurs. Or, on se rend compte qu'il y a une très très large majorité d'établissements qui n'ont pas encore d'équipes ressources dans leur établissement, qui n'ont pas d'élèves ambassadeurs. Et ça, c'est regrettable. Donc, effectivement, voilà, c'est extrêmement important à partir du moment où on fait se libérer la parole des élèves, donc les actions de sensibilisation qui sont menées de prévention, il faut absolument qu'en parallèle, il y ait une équipe qui soit à l'écoute et qui puisse agir au moment où la parole se libère. Sinon, clairement, ça peut... C'est-à-dire que si moi, par exemple, je vais en classe et puis que je dis aux élèves, voilà, surtout, si à un moment donné, vous êtes victime ou témoin d'une situation de harcèlement, parlez-en. Parlez-en à un adulte vers lequel vous sentez en confiance dans votre école, par exemple. Et que, admettons, l'élève dit un adulte Je crois qu'elle a des problèmes de réseau. en confiance. Hein. Ah, vous m'entendez pas bien? Là, ça a coupé un petit peu, mais c'est bon, ouais. D'accord. C'est juste voilà, dire qu'à un moment donné, voilà, il faut que l'élève puisse être écouté, puisse être entendu dans toute sa souffrance quand il va parler à l'adulte. Si l'adulte lui dit oh, bah, vas-y, m'embête pas avec tes histoires, en gros, voilà, ça va passer, t'as qu'à les ignorer ou alors t'as qu'à te défendre. Et d'ailleurs, c'est des répliques qu'on peut parfois toujours entendre aujourd'hui. Bah, en fait, c'est pire que tout parce que l'enfant, il va se renfermer sur lui-même. Il va finir par penser que finalement c'est normal et forcément ça va continuer. Donc on ne peut pas, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un travail de fond qui est mené, qui est global, qui est une sensibilisation des élèves, une formation d'équipes ressources et également une formation d'élèves ambassadeurs qui peuvent eux être des lanceurs d'alerte. Et ça c'est hyper important.
Moi, j'y crois beaucoup à ce programme parce que je me dis que les pays où on voit où ils ont mis le paquet sur la prévention, quand même, les taux de harcèlement Oui. ont diminué. Mm. Donc, voilà, moi, je pense que bon, le gouvernement a mis le paquet. Ça arrive, je sais que depuis 2022, même il y a ils ont une sanction, c'est puni par la loi, quoi, même pécuniaire, hein, ils ont les harceleurs, donc c'est pénal. Et voilà, il y a des choses, il y a un éveil qui se fait, il y a des choses qui sont mises en place. Oui. Voilà. Et je Oui, pense qu'au fond, mais alors le problème, c'est qu'effectivement, avec cet aspect judiciaire, donc dans les faits, dans les textes, effectivement, au niveau judiciaire, il y a des sanctions. Mais là, il y a une histoire quand même là, qui ressort, c'est l'histoire de Lucas. Donc, ouais, il s'est suicidé quand même à l'âge de 13 ans. Il y a peu de temps, hein, c'est une histoire qui a fait la une de l'actualité. 13 ans, il s'est suicidé parce qu'il était la cible de harcèlement et notamment, il y a eu c'était concret, ça a été prouvé, hein, c'était du cyberharcèlement avec des propos d'incitation au suicide quand même. Hein. Donc, ça allait hyper loin et les 4 auteurs ont été relaxés. Donc derrière, ça veut dire que voilà, ça a été classé sans suite, relaxé. Donc il y a effectivement ces textes où on dit oui, on prend en considération le harcèlement, oui, c'est puni par la loi, mais quand on regarde la réalité, bah, en fait, voilà, qu'est-ce que ça donne comme image en fait pour ces enfants qui ont participé à ces situations? En gros, on leur dit, bah voilà, en gros, le message que ça renvoie, c'est OK, voilà, tu as poussé un enfant à se donner la mort, cet enfant n'est plus là, sa famille est détruite, et bah, derrière, ceux qui ont fait ça, bah, qu'est-ce que ça renvoie? Bah, peut-être qu'ils vont continuer en fait, parce qu'ils vont dire, ah bah en fait, ouais, c'était pas si grave, quoi, puisque bah, derrière, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas. Donc je dis pas après que les sanctions judiciaires, c'est idéal et tout ça. Mais voilà, il faut voir après ce que ça renvoie comme image. Il faut quand même, à un moment donné, hein, qu'il puisse y avoir remise en question de ceux qui sont dans cette attitude qui est mal, en fait, quoi. bien sûr, bien sûr. Et moi, tu sais, quand j'ai fait rouvrir l'enquête à Dimitri après son décès, je voulais à tout prix que ce jeune qui ait demandé les devoirs passe devant les. Je cherche pas un coupable hein, parce qu'on sait que Mmh, Dimitri, bien c'est sûr. voilà, c'est une éponge émotionnelle et c'est une Mmh, succession de choses bien sûr. qui a été fatale. Mais je voulais que ce jeune ne reproduise pas ses actes. C'est Moi, je me ça. suis C'est dit, ça. il est là, il est scolarisé, il va continuer. Bon, mais pour le mien, c'est trop tard, mais qu'il s'en Mmh, prenne pas à un mmh, autre. Et je voulais mmh, à tout prix qu'il passe là, parce que je savais qu'il n'aurait rien, mais au moins mmh, de se retrouver à mmh, la gendarmerie, pour mmh. moi, c'est marqué, tu vois, un coup fort. Oui, oui. Et bien sûr, de toute façon, on n'a pas eu de. Ça nous a pas étonné, ça a été classé sans Oui, suite, hein, mais oui, j'ai pas oui, oui. vraiment qu'il soit. Bon, il a été convoqué. Ouais. Maintenant, il a sa conscience pour lui, voilà, mais Faut espérer que voilà que ça lui ait fait un déclic et que voilà que si jamais que même si jamais il y a ce type de situation qu'il puisse agir en fait même qu'il puisse comprendre à quel point voilà ce qu'il a fait était mal et que voilà si jamais il est témoin d'une situation qu'il puisse réagir enfin ça serait voilà faut espérer que ce soit ça qui se passe en fait ouais. je me dis que dans ce sens-là où on va, il y a peut-être ça qui va se passer. Et le fait aussi s'il y a ces ambassadeurs, que tout se fait Mm, à la souche même de l'établissement, je pense qu'il faut couper court, en fait. Tu vois, pour pas mm, que. Moi, je crois plutôt à ce sens-là mm, par rapport à ce programme. C'est mm, que c'est pas possible d'avoir quand on connaît ton histoire, 4 ans, 4 ans, mm, quoi. Et on sait mm, la mm, force que quand un adolescent, toi tu l'as eu, hein, cette force de ne pas en parler, de tout cacher, quoi. Et, mm, euh, mm. et voilà, donc les enfants sont capables de cacher pendant 4 ans, mais c'est Tout pour à ça. fait. Il faut ce genre de choses, il faut que ces situations, voilà. Et moi, je pense qu'avec Farah, et je Oui. crois plutôt, tu vois, c'est que ça va couper, il faut le traiter de suite. Tout à fait oui il faut agir tout de suite effectivement ça c'est certain ça c'est certain. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup parce que tu nous as beaucoup éclairé quand même sur le harcèlement, parce que c'est vrai que on a dit, c'est un sujet tabou, quoi. Faut vraiment arriver à des conséquences dramatiques pour qu'il y ait un semblant de levier. Mm, Donc, c'est c'est, ça. voilà. Mais, J'en profitais parce que j'ai souvenir de nos interventions là dans le collège qu'on a fait et on voit que ça peut payer. J'ai souvenir que il y a des élèves qui viennent nous voir à la fin, Oui. qui racontent leurs histoires Oui. et avec
ouais, c'est émouvant, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de recul et ça les fait réfléchir. Donc je reviens à ça, ces actions qui sont présentes et que beaucoup peuvent faire. Et Ouais, notamment, le lendemain qu'on a fait, on en avait parlé, on a détecté, le collège a détecté peut-être un début, en tout cas, de harcèlement qui mm, a pu se stopper sur le champ. Donc tout pendant à fait. qu'on est intervenu le lendemain. Et ça, Ah oui, c'est donc là, c'est mission réussie, là, parce que c'est le but, effectivement, de ces actions. Quand ça permet de pouvoir faire émerger une situation actuelle, ça montre à quel point c'est important, finalement, ce type d'action, hein, tout à fait. totalement. Et c'était à chaud. Et moi, j'oublie pas parce que c'était des sixièmes. Mm, Et là, on sait que ça aurait pu être un calvaire. Ça peut l'être, ça mm, l'est pour certains toujours d'entre eux. Et d'un coup, mm, ça s'arrête net. Je reprends ce que tu disais, Christelle. C'est que dès qu'à un moment, il y a peut-être le début, une sorte de mèche qui se met en route, qu'on l'éteigne le plus vite mm, possible. Et c'est c'est ça. possible. C'est possible. On a tous les moyens de le faire. Les parents, les élèves, nous aussi, on est des missionnaires. On essaye. Mm, Mais tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou après à mm, l'enregistrement, ne sous-estimez pas votre travail de colibri, comme on dit. mm, Des fois, en parlant encore une fois un papa, une maman, vous montez quelque chose, l'association des parents d'élèves, même si à un moment c'est une fausse piste, c'est pas grave. On oubliera la semaine d'après. Comme quoi, on a embêté peut-être un peu trop les enseignants ou peut-être certains élèves pour lesquels c'était peut-être vraiment juste un vrai jeu entre amis, parce qu'il y en a, c'est vrai. Mais on ne sait pas mm. les déceler tout de suite. Donc, plus vite ça s'arrête, mieux c'est, Ouais. sans peut-être donner le mot de la fin, évidemment, mais savoir Mm. si ceux qui sont là ont des questions, Alors, éventuellement. j'ai vu qu'il y a une question qui est apparue Ah, qui il y me en a une autre. concerne en fait. J'ai vu qu'il y a une question qui est apparue si j'ai bien lu, hein, parce que c'est apparu vite fait après, par rapport à si j'avais eu des liens suite à la parution du livre De la rage dans mon cartable, si j'avais eu des liens avec d'anciens harceleurs. D'accord. C'est la question qui m'a été posée. Et alors, en l'occurrence, j'ai eu des liens avec d'anciennes harceleuses. Eux, c'est parce que c'était des filles qui étaient principalement à la tête des violences dont j'étais la cible. Mais j'ai eu des liens avant l'apparition du livre. En fait, j'ai eu des liens avec une fille, une des deux filles par qui tout avait commencé en sixième, qui des années après s'est excusée et s'est remise en question par rapport à ce qu'elle m'avait fait subir. J'ai eu un lien aussi en lien avec J'avais témoigné pour une émission qui était passée sur M6, Zone Interdite. J'avais témoigné en tant qu'ancienne victime de harcèlement. Et une fille qui était dans ma classe en troisième était tombée par hasard sur le reportage, donc elle avait entendu mon témoignage. Et pareil, m'a envoyé un message sur un réseau social pour me dire que voilà, qu'elle ne pensait pas avoir participé directement aux agressions, mais qu'elle avait dû garder le silence, rigoler, et elle regrettait de ne pas m'avoir soutenue, de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir alerté un adulte. Donc, c'est les deux liens que j'ai eus. Après, suite à l'apparition du livre, non, j'ai pas eu spécialement de lien avec d'anciennes harceleurs ou harceleuses. J'ai eu un lien avec quelqu'un qui était avec moi au lycée et qui était dans ma classe en seconde et en fait qui a découvert mon livre un petit peu par hasard, qui l'a lu et qui s'est complètement retrouvé dans mon histoire. En fait, il m'a dit ce que tu as vécu au collège pendant 4 ans, j'ai vécu exactement la même chose au même moment dans ce même établissement. Donc voilà, c'était assez fort. Bien sûr, il y avait aussi d'autres élèves qui subissaient aussi des situations d'injustice quand moi-même j'en étais la cible. Mais voilà, j'ai eu des liens avec des harceleurs avant l'apparition du livre. J'en ai pas spécialement eu après. Voilà. Mm. J'ai une autre question qui arrive entre-temps sur le canal public. Peut-on parler du harcèlement maternel et de ce qu'on peut qualifier de harcèlement, car beaucoup jouent sur les mots en disant que ce n'est pas du harcèlement, mais juste des gamins et que ça a toujours existé. Alors, Noémia, je sais que tu vas compléter ce que je vais dire, mais dans la définition que tu répètes souvent et qu'on Ouais. sait, la notion de harcèlement, c'est qu'il faut qu'il y ait répétition Mm, déjà. c'est ça la répétition et qui finalement est impacté. Celui qui subit cette situation, il est impacté, donc ça l'affecte profondément. Et donc il y a des conséquences qui en découlent très, très souvent. Et puis cette notion aussi d'être un peu isolé, d'être face à un groupe, plusieurs qui participent, cette notion de groupe aussi, c'est une caractéristique du harcèlement.
s'il y a ça qui est présent, donc cette répétition et ce fait d'être un peu isolé et d'être face à un groupe, à plusieurs élèves qui participent, et même si c'est un seul, hein, si c'est répété, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux à vivre, auquel cas on peut parler de harcèlement. Donc je ne vois pas pourquoi on pourrait parler de harcèlement à l'école primaire et pas de harcèlement à la maternelle, en fait. Enfin, dès qu'il y a cette notion de collectif, s'il y a ces caractéristiques qui sont présentes, moi, j'estime qu'on peut parler de harcèlement. Faut pas jouer avec les jeux, effectivement, dire ah bah c'est des petits, ils sont tout petits, on peut pas mettre ce mot harcèlement. Bah, on se rend compte que malheureusement, il y a des mécanismes qui se mettent en place très jeunes, dès le plus jeune âge. On le voit, c'est assez fou, mais moi je pense que ce type de situation peut exister dès le plus jeune âge. Et la clé, je pense aussi, c'est des actions correctives, même si évidemment ils ne se rendent pas compte, hein, c'est des choses inconscientes chez les tout petits, tout de suite d'avoir des actions correctives de la part d'adultes, c'est vital, pour qu'à un moment, il n'y ait pas cette notion de répétition, et en tout cas venir dans notre zone d'intimité constamment. Ça laisse bien sûr, on l'imagine, des traces indélébiles pendant très Mm. longtemps, même chez les tout petits. Donc derrière, encore une fois, il vaut mieux peut-être alerter, mettre le bazar dans certains Ouais. établissements. S'il y a notion de répétition, je reviens aussi aux définitions pour Mm. lesquelles l'enfant se sent terrorisé, et aussi la phobie scolaire, t'en parlais, ça peut être chez les tout petits, et d'un coup Mm. la boule au ventre, des gamins qui vomissent, ils vomissent Mm. avant d'aller à l'école. Le dimanche soir, ils font des nuits blanches, parce que pour eux, ils sont terrorisés. Donc là, ça donne aussi des signaux, même un Mm. enfant tout petit qui ne veut pas retourner dans l'établissement, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est pas Absolument. Mm. Ça peut être un autre signal que là, je voulais donner Mm. au sein de son comportement, et de voir que c'est à répétition, que des mots qui reviennent chez l'enfant en disant lui, il m'embête tout le temps, il me mord, il me fait ci, les autres rigolent. Voilà, on peut déjà quand même détecter des choses pour lesquelles il faut très vite alerter et avoir ces actions correctives. Euh, Absolument. Absolument. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Du oui, coup, voilà, je tiens Laurent et Christelle à vous remercier vraiment beaucoup d'avoir pu être présents parce que vous avez apporté vraiment des informations extrêmement importantes sur cette thématique du harcèlement, de l'hypersensibilité. Donc, voilà, je suis ravie que vous ayez pu répondre présent dans le cadre de cette conférence. Merci beaucoup. Et puis, merci à tous les participants, à tous ceux qui ont pu être présents. Alors, malgré l'horaire, effectivement, à 18h, c'est un petit peu compliqué avec les enfants et tout ça. Donc, merci à ceux qui ont pu se rendre disponibles sur ce créneau. Et bien, de toute manière, voilà, il y en a qui vont peut-être le regarder en replay. On va mettre le lien en replay. Donc, voilà, on espère que ça va pouvoir apporter un message, pouvoir transmettre nos messages au plus grand nombre. Voilà, c'était l'objectif de cette soirée, de cette journée nationale contre le harcèlement. Mm. Un grand merci à toi aussi, Noémia. Puis merci, Christelle. Voilà. Et merci aussi aux participants qui étaient là ce soir. Nous, on n'est pas très loin à travers nos associations, évidemment, encore une fois. On est sur le terrain, on est dans l'action. Travail de Colibri, il est là et on compte aussi sur vous euh, pour, euh, pour que ce combat soit mené par le plus grand nombre. Voilà. Et Merci. merci, oui. Merci pour le Merci. message. Merci à vous. Merci On vous dit beaucoup. à bientôt et passez une excellente soirée. Au Merci revoir. beaucoup. Belle soirée à vous. Au revoir. Belle soirée. Au revoir. Belle soirée. Au revoir. Au revoir.